En ces temps où le pouvoir ne témoigne guère d'un grand intérêt pour les corps intermédiaires, c'est un euphémisme, où la planification d'hier, celle dont le général de Gaulle disait qu'elle était une ardente obligation, en ces temps où la décision semble souvent technocratique ou commandée par la communication, et où les choses se jouent souvent top-down, de haut vers le bas, sans médiation entre le sommet et le bas, je crois qu'il faut réfléchir un petit peu à ce qui vient d'en bas, justement, y compris si on veut faire de la prospective. Je pense qu'on peut distinguer, en première approche, deux choses dans l'effort de prospective. D'un côté, premier objectif, la modernisation, c'est-à-dire l'appel à la raison. Dans quelle mesure le système hospitalier de demain sera efficace, géré de manière rationnelle, à la pointe du progrès scientifique, technologique, médical, articulé à l'industrie, bien adossé à l'université. Et le deuxième objectif, c'est de celui-là dont je vais parler, principalement, c'est d'être à l'écoute des personnes concernées, donc les attentes, les demandes qui émanent du corps social et de tous ceux qui sont dans le système de santé. Les enjeux sont innombrables. Je me contenterai d'un chiffre, mars 2022, en pleine campagne pour la présidentielle, un sondage IFOP qui nous dit plus de 90% des soignants et des Français sont préoccupés par la situation de l'hôpital public. Donc il y a plus que des attentes et des demandes, il y a un sentiment d'urgence et d'importance. Alors le raisonnement que je voudrais vous proposer va croiser deux dimensions, ou deux distinctions si vous voulez. D'une part, il y a des demandes ou des attentes qui concernent directement le système de santé, qui sont internes, si je peux dire, au système de santé. Et d'autre part, il y a des demandes ou des attentes qui concernent le système de santé, mais qui travaillent toute la société, qui taraudent toute la société et qui pénètrent comme du dehors le monde de vos préoccupations. Et puis la deuxième distinction que je voudrais introduire, c'est celle qui sépare les questions plutôt sociales, au sens assez classique, et celles qui concernent plutôt des enjeux culturels. Alors, quelques points, je n'ai évidemment pas la prétention d'être dans l'exhaustivité, mais tout d'abord, les problèmes démographiques. François Bourse en a dit quelques mots d'une certaine façon. Comment adapter un système de santé aux risques de dépendance, de perte d'autonomie, de solitude, d'abandon des plus âgés ou de demandes plus spécifiques, médicales en particulier. Est-ce que les études sont adaptées? Est-ce que les inégalités spécifiques liées au grand âge sont bien envisagées? Est-ce que la prévalence des maladies chroniques n'appelle pas des dispositions nouvelles? Deuxième point dont je voudrais dire un mot, il y a une spécificité des demandes des femmes. Je ne vais pas vous faire du wokisme, comme on dit, et vous parler du genre, mais je voudrais simplement vous donner les résultats d'un sondage récent. Les femmes se sentent en majorité plus seules, 30%, alors que pour les hommes, c'est 24%, plus anxieuses, 32%, contre 20% pour les hommes, plus découragées, 27%, 19% pour les hommes, en ce qui concerne la gestion de leur santé. Elles sont nombreuses à se dire non écoutées, en tout cas plus nombreuses que les hommes, ou non accompagnées, 41% contre 47%. Elles sont moins sereines lorsqu'elles doivent gérer leur santé. Elles attendent une écoute spécifique. L'endométriose n'est rentrée que récemment dans les grandes priorités gynécologiques. Donc, hommes-femmes. Deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, mais vous le savez bien, les inégalités territoriales. On a parlé, vous le savez, de déserts médicaux, on a évoqué la diagonale du vide, le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement social. Il n'a pas parlé beaucoup ou spécialement du système hospitalo-universitaire, mais bien entendu, ces demandes, ces revendications avaient beaucoup à voir avec les carences et les limites du système de santé. Et d'ailleurs, parmi ceux qui ont participé à ce mouvement, il y avait un assez grand nombre de gens qui étaient dans des professions de santé, des infirmières, des gens en libéral qui donnaient des soins. Et même en dehors des déserts médicaux, nous le savons tous, il y a de nombreux endroits où les professionnels ne prennent plus de nouveaux patients. Ça, c'est le libéral. Et où les urgences sont saturées. Ça, c'est plutôt l'hôpital public. Mais enfin, des deux côtés, il y a des grands problèmes. Un patient sur deux, d'après des chiffres que j'ai vus, renonce à se consulter, parfois, tant l'attente est longue. Et je voudrais ajouter ici une remarque. On peut tirer l'image, à partir de ce genre de constat, d'un lien
entre les grandes questions dont on débat dans toute la société aujourd'hui et les problèmes du système de santé. Il suffit de penser à l'immigration. Quand on nous dit qu'il y a des métiers en tension, comment ne pas se poser la question de la place du système de santé dans le débat actuel sur l'immigration. Mais bien entendu, toujours en termes sociaux, les questions de revenus sont également cruciales pour les professionnels de santé. Je rappelle que lors du Ségur de 2020, ce qui était attendu, c'était une revalorisation, d'abord, mais pas seulement, c'était une revalorisation des métiers, des établissements de santé et des EHPAD. Et puis, certains demandaient une plus grande reconnaissance, des conditions de travail meilleures, une meilleure attractivité de l'hôpital public pour les praticiens hospitaliers, etc. Des cadres qui demandaient plus d'autonomie, des médecins qui demandaient plus de temps pour leurs patients. Donc, on voit très bien que socialement, il y a des attentes, des demandes qui obligent évidemment à réfléchir peut-être autrement qu'en termes uniquement top-down. Les professionnels se disent parfois épuisés, ils l'ont été évidemment avec le Covid, et il y a aussi le sentiment que certains métiers dont les professions de santé ont besoin sont mieux payés dans d'autres secteurs et donc deviennent volatiles pour le système hospitalo-universitaire. Alors, je ne vais pas être exhaustif, bien sûr, mais je voudrais vous dire maintenant quelques mots sur des thèmes plutôt culturels. D'abord, je suis frappé, parce que j'ai un certain âge, de constater à quel point la figure du médecin a changé du point de vue social, du point de vue de la façon dont les gens regardent les médecins. Le côté sacré, le côté le médecin est dépositaire en surplomb d'un savoir inaccessible au tout venant, qu'il n'a pas à expliquer, qu'il n'a pas à partager, c'est fini, c'est fini. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a l'existence d'Internet, des réseaux sociaux, qui fait que chacun peut être médecin, même sans avoir la moindre formation médicale et sans avoir la moindre compétence. On connaît tous des gens qui en savent beaucoup plus sur leur maladie. C'est d'ailleurs pas nouveau, mais ça s'est accentué. Il y avait un livre qu'on lisait dans ma jeunesse qui s'appelait « 3 hommes dans un bateau ». Et à un moment, il y a un personnage qui disait « Moi, je lis le dictionnaire médical, je sais que j'ai eu toutes les maladies sauf une, il n'avait pas eu l'épanchement de synovie ». Voilà. Mais donc, il y a des gens qui ont toutes les maladies, qui savent tout. Et ça peut mener très loin dans le contexte actuel qui est celui des fake news, de la post-vérité, et ce qui a été dit il y a un instant à propos des anti-vax, anti-pass et ce genre de choses. Ça favorise l'automédication, ça favorise les achats de médicaments par Internet sans contrôle médical à l'étranger, ça favorise des logiques sectaires. Aujourd'hui, les grands problèmes du sectarisme, de l'existence de sectes, ces grands problèmes se jouent dans le domaine de la santé. Les gourous qui vous vendent des formations et qui vous vendent des médicaments bidons, bien entendu. Un autre changement important sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que le travail, tout en demeurant très important, n'a plus la centralité qu'il avait il y a encore 50 ou 60 ans dans l'existence collective. Le travail n'est plus le cœur de la vie personnelle, ou pas seulement, et il n'est plus le cœur de la vie collective, ou pas seulement. Ça a été dit, donc je vais le redire très vite. Tout le monde veut avoir une vie personnelle, des loisirs, s'occuper de ses enfants, avoir du temps, maîtriser son agenda. C'est fini, hein, l'époque où on travaille, où on est content de travailler tous les jours, de ne prendre qu'une semaine de vacances, quitte à dépenser beaucoup d'argent pour faire des choses exceptionnelles, parce qu'il faut au moins bénéficier des ressources que l'on a. C'est fini, les médecins sont comme tout le monde, de ce point de vue-là. Et j'ajoute que le rapport, ce qui complique en plus la réflexion, le rapport à l'éthique et le rapport à la morale se transforment et interpellent le système de santé. Ce matin même, le gouvernement a annoncé, ou l'Élysée a annoncé la proposition d'une loi sur la fin de vie, qui sera proposée en février, suite à la convention citoyenne qui a eu lieu il y a bientôt 1 an. Mais dans un débat sur la fin de vie, les personnels médicaux sont en première ligne. Moi, j'ai entendu débattre, à l'occasion de cette convention citoyenne sur la fin de vie, débattre des médecins et des personnels soignants avec un argument chez certains, pas chez tous, qui était « J'ai prêté le serment d'Hippocrate, je suis là pour soigner, comment voulez-vous que je me transforme en quelqu'un qui accepte l'euthanasie ou le suicide assisté ?» C'est le contraire de ce... Bon. Donc, tout ça va mobiliser de plus en plus la médecine. Ce sont des demandes qui viennent de la société et qui concernent tout ce qui est système hospitalo-universitaire. Alors vous voyez que des questions très importantes taraudent les choses du dedans du système de santé ou d'en bas de la société, mais tout ne vient pas malheureusement
de la société. Il y a aussi des thèmes que la société devrait porter et ne porte pas. J'en dis un parce que le mot a été prononcé, donc j'insiste un tout petit peu dessus. La prévention. Mais la société n'est pas spécialement mobilisée sur la prévention. Et même dans certains domaines, on voit bien qu'elle est contente quand on ne va pas dans ce sens-là. Regardez cette affaire qui n'est pas mineure à mon sens, des points et des amendes pour les petits excès de vitesse. Le gouvernement dit, bon, les petits excès de vitesse, bon, c'est pas trop grave, on ne va pas les pénaliser, on ne retirera pas des points au permis de conduire. Mais les associations faibles, qu'on entend à peine, mais les associations qui luttent pour la prévention en matière de conduite, mais elles sont vent debout. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, mais elles sont maigres, elles sont faibles, elles n'ont pas la capacité d'empêcher ce genre de choses. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est que la société, elle peut amener du bon, elle peut amener du mauvais dans ses demandes, et puis elle peut amener aussi du manque, du déficit. Donc, il y a un problème, et je termine en vous disant ceci, que quand il y a des demandes sociales et culturelles, du type de celles que j'ai rapidement évoquées, on peut certainement en ajouter beaucoup, quand elles ne sont pas prises en considération, quand elles n'ont pas un débouché institutionnel, qu'elles n'ont pas un traitement politique, qu'elles ne sont pas mises en débat, parce que le pouvoir veut agir top-down uniquement, sans corps intermédiaires, alors sur quoi on débouche? On débouche sur la crise, on débouche sur des protestations qui se radicalisent, on débouche sur le découragement, l'abandon, le repli sur soi, la démobilisation ou la violence. La crise, c'est presque le contraire du conflit traité, du conflit institutionnalisé, c'est-à-dire de la capacité d'une société à avoir des lieux où les problèmes sont posés, mis en débat, avec des négociations, avec des compromis, avec de l'écoute. Pour ça, il faut des acteurs préparés, il faut des lieux, peut-être comme celui-ci, puisque vous avez reçu les ministres ce matin même. Il faut de la compréhension mutuelle. Et donc, je ne plaide pas du tout pour, des logiques qui viennent uniquement d'en bas. Je pense qu'il est très important de réfléchir à la capacité de mettre en relation ce qui vient de la société et ce qui vient du pouvoir de type politique, donc des associations, des institutions, des organisations, des syndicats, des corps intermédiaires, des parlementaires, etc. Je pense que nous avons besoin de plus d'institutionnalisation et de débat autour des questions qui nous préoccupent, des hauts conseils, des choses comme ça, tout ça est très très important. Et donc, je crois que nous avons besoin de créer davantage les conditions du débat démocratique pour faire progresser justement cette mise en relation du haut et du bas. J'espère ne pas avoir été trop sociologique dans ce que je vous ai dit et je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup.